Sac passé les Captain, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on est dans le turfu et on va parler de 2020. Donc, ce qu'on va pas faire aujourd'hui, on va pas analyser et essayer de trouver quel langage tu dois apprendre en 2020 parce que strictement, ça sert à rien. C'est pas en une seule vidéo qu'on peut argumenter ça, sachant qu'il y a plein de réponses possibles qui sont valables dans différents cas, selon ce que tu as envie d'apprendre, ce que tu aimes faire, dans quelle industrie tu veux travailler. Donc tout ça, on met de côté. Donc moi, je vais te donner le top 5 des tendances que je vais vraiment suivre en 2020, c'est-à-dire que je vais faire de la veille dessus. Le but, c'est pas d'être expert, ça va me permettre d'établir une roadmap sur toute ma veille technique et les sujets sur lesquels j'ai envie de progresser, monter en compétences, voire même travailler dessus. Juste avant qu'on continue, n'oublie pas de me mettre ton top 5 des technos, librairies, frameworks, méthodologies que tu comptes aborder en 2020. Ça m'intéresse vachement et comme ça on pourra voir un peu qui fait quoi. Encore une fois, c'est un truc qui est vachement personnel. Ça va dépendre de ce que tu as envie de faire, de ce sur quoi tu as envie de progresser. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Petit rappel de mon profil, j'ai un profil full stack, même si pour moi le terme full stack est un mythe. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Donc moi, je bosse principalement sur du React, Node.js, GraphQL et en base de données, ça va dépendre des projets, ça peut être du Mongo ou du SQL. C'est parti pour le top 5. Numéro 5, la Jamstack. Jamstack, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est J pour JavaScript, A pour API, M pour Markup. Ça te permet de créer des sites statiques que tu vas venir générer en amont avec du contenu. Et le but, ça va être de créer du markup directement disponible. Donc il y a tout un tas d'avantages. Tu peux aussi faire des applications dynamiques. Si tu connais pas Jamstack, c'est très dur de le résumer là en quelques mots. Je vais pas aller dans les détails. Je te mettrai quelques liens juste en bas. N'hésite pas à les ouvrir, regarde un petit peu. Par exemple, de mémoire, tu peux utiliser Gatsby pour faire un site en Jamstack. Un des gros avantages de Gatsby, c'est que tu peux en faire la partie front-end de n'importe quel type de données, que ce soit une API, du markup en Markdown ou en système de fichiers ou ce que tu veux, ou même te plugger sur un WordPress ou un headless CMS pour faire un site génial. Numéro 4, WebAssembly. WebAssembly, c'est une techno qui te permet de faire tourner du code natif directement dans ton navigateur. Donc c'est un format binaire qui est portable et qui est utilisable directement dans le navigateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour l'instant, j'ai pas encore assez d'infos. Globalement, ça te permet de développer certains modules de ton application avec des performances proches d'une application qu'on appellerait native. Donc ça peut un peu faire contraste avec les performances maximales de JavaScript dans le navigateur. On y reviendra en détail. Pareil, je te mets des liens si ça t'intéresse. Un petit exemple, si tu connais Figma, Figma c'est un logiciel de design un peu comme Sketch. Ils ont augmenté les performances jusqu'à x3 sur leur application web en utilisant des modules C++, donc codés en C++, qui sont derrière compilés dans un format compatible WebAssembly et qui vont être utilisés directement par le navigateur. Donc ça peut être vachement intéressant si tu as des projets qui ont des modules natifs qui veulent intégrer dans le navigateur. Ça peut être intéressant si tu as des traitements côté front qui sont beaucoup trop lourds, que tu ne peux pas mettre côté serveur et que tu voudrais le faire tourner avec des performances qui vont au-delà de ce que peut proposer JavaScript au sein du navigateur. Donc encore une fois, c'est hyper schématisé, il n'y a pas tous les détails. Donc si j'ai fait une petite approximation, tu ne m'en veux pas. Si tu t'excites dans les commentaires, de toute façon, t'inquiète pas, je t'affiche à la prochaine vidéo. Numéro 3, on a parlé de WebAssembly et un autre langage qui permet d'accéder à WebAssembly, c'est Rust. Rust est un langage système qui est assez intéressant. Il y a des concepts autour de la gestion de la mémoire qui sont vachement intéressants. Donc ça, pareil, ce serait un sujet de veille et c'est toujours bien d'avoir un petit langage système sous la main, on ne sait jamais. Numéro 2, DevOps. Ouais, la DevOps, quand tu es développeur, ça peut être intéressant, je te dis pas d'en faire à full time, mais ça peut être intéressant de savoir à minima comment ça fonctionne, parce que si tu es amené à travailler avec des DevOps, c'est toujours mieux de comprendre leur métier, sachant que c'est un métier qui est un peu à mi-chemin entre différentes tâches. Si tu as besoin de plus de détails, je te laisse aller voir la chaîne de Cocadmin qui fait des super vidéos sur le sujet. Donc moi, côté DevOps, en 2020, ça va être un peu plus de Docker et c'est de découvrir un peu les solutions d'orchestration comme Kubernetes par exemple.
Je suis pas sûr de la prononciation, mais c'est pas grave. Et aussi un peu de Terraform. Donc Terraform, c'est une techno que j'ai utilisée il y a quelques années. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Ça permet de faire ce qu'on appelle de l'infra as code. En fait, concrètement, tu vas venir utiliser un set d'outils qui vont te permettre de coder ton infrastructure. C'est-à-dire que tu vas décrire des scripts qui vont être l'image de ton infrastructure. Et en fait, tu vas pouvoir l'exécuter comme on exécute un programme pour générer ton architecture sur le cloud, par exemple. On passe au numéro 1, là je vais faire grincer des dents, ça va être Flutter. Flutter, c'est un framework cross-platform qui permet de faire des applications mobiles à la base. C'est poussé par Google, il est disponible maintenant sur desktop et sur web, je crois que ça vient d'arriver. Donc en fait, ça utilise le langage Dart qui n'est pas JavaScript et ça compile directement les applications en code natif. Donc contrairement à React Native, il n'y a pas de bridge.js, même si je sais que React Native a prévu de faire pas mal d'optimisation sur cette partie-là. Donc il y a plusieurs raisons qui me mènent à Flutter. Google investit massivement dessus. Et puis ça permet aussi de voir d'autres technos pour faire la même chose, de voir quels sont les plus, les moins. Tout ça, si tu es fan de React Native, tu vas sûrement vouloir me tirer dessus dans les commentaires, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça intéressant de faire un peu de veille pour voir si c'est juste une petite tendance qui va s'essouffler ou si ça va exploser et devenir le nouveau concurrent de React Native. Donc, hyper important pour pas rater le coche, d'essayer de faire un peu de veille, de voir ce qu'il en est. Et rien que quand on regarde un peu l'architecture de la plateforme Flutter, elle est assez intéressante. Le parti pris qu'ils ont fait, proposant énormément de widgets. En fait, tout est widget sur Flutter. Ça te permet vraiment de créer des composants visuels. Et en termes de rendu, Flutter s'occupe du rendu de tous les widgets. Pour faire simple, tu vas pas manipuler de UI view comme on peut voir en React Native. Tu vas directement manipuler des Flutter widgets. En dessous du chapeau, Flutter utilise un moteur de rendu 2D qui s'appelle Skia pour vraiment venir dessiner chaque pixel. Tu as vraiment la main sur chaque pixel. Donc voilà, c'est une des spécificités du framework. Il y en a plein d'autres. Je te laisse aller voir les liens dans la description si tu veux vraiment en savoir plus. Donc voilà, c'est un peu mon bilan calmement pour l'année 2020 en termes de veille. N'oublie pas de me mettre dans les commentaires ce que tu comptes faire toi en 2020. C'est hyper important pour moi de voir ce sur quoi tu vas essayer de bosser et de progresser. J'ai failli oublier un petit dernier truc. C'est pas vraiment une techno, mais c'est important de s'y intéresser. C'est la RGPD. Les RGPD, c'est la réglementation générale sur la protection des données. C'est une loi qui est là depuis quelques temps maintenant. Et il ne faut pas oublier qu'en tant que développeur, c'est important de s'y intéresser parce que dans la manière dont on implémente certaines choses, il va falloir faire des petites mises à jour et être au courant de tout ça. C'est pas un truc réservé aux juristes. Forcément, en tant que développeur, à un moment donné, tu es obligé de te sentir concerné. Tu vois, il y a des fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'implémenter. Ça peut être la fonctionnalité « Oubliez-moi » où là, tu vas devoir supprimer, anonymiser toutes les données d'un utilisateur. Ça peut être la fonctionnalité « Voir mes données ». Par exemple, un utilisateur, il peut te demander, comme ça, quand il veut, à voir toutes les données que tu stockes à propos sur lui, en fait. Et du coup, tout ça, si tu n'es pas prêt à le faire, si c'est pas développé dans ta plateforme, ça risque de te poser problème. Au même titre, tu peux avoir la fonctionnalité d'export des données. Par exemple, quand tu vas sur Facebook ou Google, tu peux télécharger une archive de toutes les données qu'ils ont sur toi en fait. Et ça, si n'importe quel site ne l'implémente pas, et en fait, maintenant avec la RGPD, ça devient un problème. Donc voilà, si tu veux plus de contenu autour de ces sujets que je t'ai présentés, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai d'en faire des vidéos. N'oublie pas de me mettre ton top 5 juste en bas. C'était une vidéo un peu spéciale, mais j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, il y a juste un petit bouton à cliquer. Mets un petit like si tu as aimé cette vidéo. Et on se retrouve dans les emails privés pour ceux qui veulent du contenu régulièrement dans leur boîte mail. Sur ce, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!